À aucun moment on s'est dit on est 3 femmes et ça nous fait peur de créer une boîte, il faut quand même qu'on trouve un mec pour être avec nous. Il y a quand même eu beaucoup de cas de harcèlement de femmes dans le jeu vidéo au cours des dernières années, choses comme le Gamergate, etc. J'ai été un peu surprise par la force que ça prenait, mais j'étais pas surprise que ça ait lieu. Ça fait partie des trucs qui très régulièrement m'ont fait me poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans cette industrie ? D'être dans une industrie où si je m'exprime, je risque de me prendre des courants de harcèlement dans la tronche. Quand je parle du jeu et tout ça, alors soit on me demande si ça parle de moi, soit on me demande si c'est tiré d'une histoire vraie. Ce qui veut dire, est-ce que ça parle de toi? Mais je ne sais pas vraiment le dire. Oui, forcément, ça parle un peu de moi, mais c'est pas ce que moi j'ai mis dedans, en fait. Le fait de ne pas vouloir parler de moi directement dans les jeux, de vouloir faire un jeu autobiographique ou quoi, c'est le cas pour Normal Fun, mais je pense que c'est le cas pour n'importe quel autre jeu que je vais faire, en fait. Je me sens pas assez à l'aise pour parler directement de moi sous la forme d'une autobiographie à travers un jeu. Il y a plein de créateurs qui font ça très très bien, qui rendent le tout hyper intéressant, hyper personnel. Je pense que ça nécessite une certaine forme de recul vis-à-vis de soi, de pouvoir se poser les bonnes questions, de savoir ce qu'on a envie de montrer ou pas, et puis une forme de courage aussi, parce que quoi qu'il arrive, on va montrer des choses personnelles en fait. On va les mettre en scène, on va les mettre entre les mains de gens qui vont jouer à ce truc, peut-être pas comme on l'avait prévu, donc qui vont jouer avec notre vie en quelque sorte. Je pense que Normal Fun, il parle de moi, clairement. Forcément, je suis hyper concerné par les sujets qui sont traités dedans. Donc il y a pas de... C'est pas ma vie, c'est pas mes proches, voilà. Mais c'est pas plus mes proches que les proches de la personne qui va y jouer, en fait. Ou c'est pas plus mes expériences de vie que celles de la personne qui va y jouer. Sur certains aspects, si, forcément. Mais voilà, je suis pas dans un club de jeux de société et je joue pas de la harpe. Peut-être qu'une personne qui est dans un club de jeux de société et qui joue de la harpe, elle aura plus de points communs avec Sam que moi, en fait. L'idée, c'est que la plupart de nos joueurs puissent se dire Sam, ça aurait pu être moi, quoi. On a tous un oncle, enfin on n'a pas tous, mais on est beaucoup à avoir un oncle un peu chiant, on a tous eu des contrôles de maths. Les joueurs et les joueuses, quand ils commencent à jouer, puissent se reconnaître un peu dans Sam. Et pour après découvrir que Sam est peut-être pas exactement pareil sur d'autres trucs, mais voilà, c'est très intéressant parce qu'on voit beaucoup ça dans les vidéos du youtubeur où il y a toujours un élément qui fait qu'en début de vidéo, le youtubeur il dit, je dis youtubeur mais c'est valable aussi pour les streamers sur Twitch, qui font ah ça c'est exactement comme moi. From Dad. Thank you, Dad. I'm assuming he typed that out. Very dad-like. Why are you replying to me from your bedroom? That's such a dad thing to say. Je n'arrive plus à me connecter à mes mails, il faudrait que tu m'aides en rentrant, papa. Alors, M, si toi aussi tu connais ton père qui n'arrive pas à se connecter et qui t'appelle plusieurs fois par jour afin de le connecter à son adresse mail ou encore sur Skype. Waouh! Mais le mec, c'est vraiment un gros connard. Enfin, il a même pas pris la peine de lui dire en face. Oh putain, mais je vais vraiment devoir lire ça. Mais ça ne me regarde absolument pas, même si dans un jeu, je suis mal à l'aise, j'ose pas regarder. Ok, la question du voyeurisme en général. Oui, c'est un jeu qui est voyeur. Et c'est très intéressant d'avoir un jeu qui est voyeur. Tout comme c'est très intéressant d'avoir un jeu où parfois on tire sur des gens et ça a des conséquences, etc. Parce que quand on fait des actions, ça nous fait réfléchir aussi sur le sens de ces actions. Et c'est pas parce que dans un jeu on tire sur tout le monde que derrière on va se mettre à sortir son flingue et à aller tirer sur tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche. Et je veux dire, on crée des œuvres créatives depuis la nuit des temps. Et il y avait plein de meurtres dans les pièces au théâtre antique et c'est pas pour autant que les gens se disaient que c'était des choses qu'il fallait qu'ils reproduisent derrière. Donc oui, on fait un jeu voyeur, on considère que c'est une bonne façon de créer de l'empathie pour le personnage. Du voyeurisme, on en a dans d'autres œuvres littéraires, et quand on nous fait tous étudier le journal d'Anne Frank par exemple en primaire, et on dit pas c'est du voyeurisme quand on lit son journal, alors qu'en plus c'était une personne réelle. Donc je pense que parce qu'on veut facilement accuser le jeu vidéo de tous les maux, alors on a tendance à dire oh mon dieu, on veut faire quelque chose de voyeur, c'est horrible. Aussi parce que c'est proche de
de notre réalité, c'est-à-dire que quand on tire sur quelqu'un, c'est très clair qu'on va jamais le faire dans la vie. Par contre, fouiller le téléphone de d'autres gens, il y a beaucoup de gens qui le font. J'ai lu un peu de statistiques sur le sujet, ça fait peur. Bref, verrouillez vos téléphones. Donc je pense qu'il y a plus de personnes qui se sont pas posé la question de se dire est-ce qu'elles sont en train de faire la promotion du voyeurisme ou pas. C'est oh mon dieu, on peut le faire, donc du coup elles sont en train de faire la promotion. Alors que c'est pas un jeu qui fait la promotion du voyeurisme. Il y a un passage dans le jeu où on doit chercher une photo de Sam et l'envoyer à une personne avec qui elle a beaucoup parlé sur un site de rencontre, une application de rencontre. Et évidemment, il s'agit d'envoyer une photo de Sam qui présente au féminin. Il faut trouver cette photo, la photo est sur le forum. Et ça permet d'avoir un indice sur comment résoudre l'énigme finale. Sauf que le fait d'envoyer la photo, ça posait plusieurs problèmes. Déjà un problème qu'il y avait aussi ailleurs dans le jeu, quand on pouvait envoyer des drafts de messages qui avaient été préécrits par Sam. On envoie un message en faisant croire qu'on est elle, et ça rentrait un petit peu trop loin dans l'intrusion dans la vie privée de quelqu'un. On avait la possibilité d'envoyer n'importe quelle photo du téléphone de Sam. C'est-à-dire que si on voulait le faire, on pouvait parfaitement prendre une photo de Sam qui présente au masculin et l'envoyer à son ami. Ce qui est quelque chose, si on le faisait dans la vraie vie, qui est absolument horrible en fait. Il n'y a aucune raison que ce soit la photo de Sam qui présente un mec à ce moment-là en fait. Et ce serait bien que tu l'aies déjà compris quand on arrive là, et pour la plupart des gens tu l'as déjà compris. Mais sachant qu'on te permet d'envoyer quand même la mauvaise photo, enfin juste objectivement c'est pas cool d'envoyer cette photo de base, c'est pas cool de l'envoyer à la place de quelqu'un d'autre en ayant fouillé dans son téléphone, enfin c'est genre rien ne va dans ce truc là. Si c'était dans la vraie vie, ce serait super problématique. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais ce serait super problématique. Et si on l'explique pas, il faut pas qu'on puisse envoyer la photo. Ou inversement, si on peut envoyer la photo, c'est peut-être très pertinent d'expliquer pourquoi, et c'est le super moment pour et tout, c'est cool, mais là on avait un peu un positionnement entre les deux en fait, genre c'était pas entièrement assumé, probablement parce que c'était pas entièrement réfléchi non plus. En fait clairement on n'avait pas réalisé à quel point ce truc là était gênant en fait. Quand on l'a designé au départ, on l'a pas vu comme un problème, ce qui était une erreur, parce que pour nous, envoyer un brouillon, vu que c'était un brouillon, c'était un message que la personne n'avait pas envoyé parce qu'elle avait été coupée dans ses actions, et dans notre esprit, c'était... Sam avait l'intention d'envoyer ces messages. Donc c'était pas problématique, mais parce qu'effectivement pour nous c'était évident que Sam allait envoyer ces trucs là et que juste on le faisait à sa place, et parce que Sam l'aurait fait si elle n'avait pas perdu son téléphone. Après coup, oui effectivement c'est problématique, ça pousse trop loin le voyeurisme, c'est plus du voyeurisme, c'est personnifié, c'est agir à la place d'eux, et personne ne devrait agir à la place de quelqu'un d'autre, jamais. À ce moment là on l'a vu comme une façon de faire progresser l'histoire, parce que du coup on va envoyer un message, puis il y aura de l'interaction et on va recevoir un message. On a fait une erreur sur ce point-là en particulier. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a corrigé dans le d'après, c'est pour ça qu'on est super clair quand on en parle aussi dans des interviews ou dans des articles, genre ah on vous a dit ça, vous en pensez quoi? Oui, oui on a regardé. Donc les retours étaient super importants, on a essayé d'en prendre un maximum en compte, et surtout on n'en a pas eu assez en fait. Et je pense qu'on n'en a jamais assez. L'équipe était composée majoritairement de femmes, ce qui est effectivement un peu inhabituel dans le jeu vidéo. Je pense que c'est pas le fait qu'on soit des femmes, mais c'est le fait qu'on soit prête à le revendiquer qui a créé des choses. Et plus que ça, en fait, le fait qu'on ait des opinions et qu'on soit prête à les porter. À aucun moment on s'est dit on est 3 femmes et ça nous fait peur de créer une boîte, il faut quand même qu'on trouve un mec pour être avec nous. Parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je pense que ça nous a aidé sur plusieurs choses, déjà que ça nous a senti nous faire sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir aborder ces thématiques-là. Comme je disais pendant la jam, je pense pas qu'on serait parti là-dessus si dès le départ on n'avait pas eu ça. Après l'équipe, on a eu des mecs aussi dans l'équipe derrière, hein. On a eu Raphaël qui a aidé sur le scénario, on a Simon qui a aidé sur la production. C'est réussir à créer un environnement dans lequel on arrive à parler de nos difficultés ou de sujets compliqués, sans être dans la crainte de qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule derrière parce que j'ai osé ouvrir ma bouche là-dessus sur ce sujet. Après, il y avait une forme de solidarité, aussi de savoir ensemble ce qu'on risquait, parce que il y a quand même eu beaucoup de cas de harcèlement de femmes dans le jeu vidéo au cours des dernières années, choses comme le Gamergate, etc. Donc
de savoir qu'on allait aborder un sujet qui allait pas être facile, qui potentiellement allait nous mettre en danger. À la base, c'était un mouvement qui se disait intéressé par l'éthique dans le journalisme de jeux vidéo. Bon bah, tant mieux pour vous. Oui, je suis d'accord, il faut de l'éthique dans le journalisme de jeux vidéo. Évidemment, on sait très bien que ça a très vite dévié vers d'autres choses. Dans toute la polémique qu'il y a pu avoir autour de Zoe Quinn, en fait, ce que j'ai trouvé assez dingue, c'est que ça a mis en lumière l'ignorance de beaucoup d'acteurs de l'industrie du jeu vidéo vis-à-vis du sexisme qui pouvait y régner en fait. J'ai l'impression qu'on a des polémiques, des hashtags sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça qui reviennent régulièrement, où en fait les gens redécouvrent que ah mais en fait il y a des personnes qui sont sexistes et il y a des femmes qui en sont victimes. Ah c'est fou. Je suis vraiment passé à côté du truc complètement, et puis même dans le propos en fait, enfin dans le fond de qu'est-ce que c'est que être une femme en ligne sur internet. Moi je l'étais pas encore, je présentais pas en tant que femme sur internet à ce moment-là, dans la vie d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient forcément lointaines parce que j'étais pas dedans, quoi. Personnellement, j'étais déjà engagée dans des associations féministes avant de faire du jeu vidéo. Donc quand je suis arrivée dans l'industrie du jeu vidéo, j'étais déjà très sensible sur toutes les questions d'inégalité, dans plein de domaines différents. J'avais aussi été un peu dans le cinéma amateur avant, j'avais déjà vu beaucoup de sexisme dans le cinéma. Donc disons que quand j'ai vu du sexisme dans le jeu vidéo, j'ai pas été étonnée en fait. J'ai pas été surprise, j'ai compris très rapidement les mécanismes qui poussaient à ce sexisme. Et j'ai essayé, autant que je pouvais, de faire de l'éducatif dessus, parce que je suis toujours quelqu'un qui a espoir qu'on peut changer les gens. Je pense que ça se sent à travers un mal de fun. Donc quand il y a eu le Gamergate, j'ai pas été plus surprise que ça. Je veux dire, il y avait déjà beaucoup d'éléments qui me montraient vers ça. Je découvrais à ce moment-là l'industrie du jeu vidéo parce que, comme je disais, c'est pas quelque chose dans l'industrie que j'ai rêvé de rejoindre pendant des années, etc. Donc j'avais déjà vu des cas de harcèlement dans notre milieu, etc. Donc j'ai été un peu surprise par la force que ça prenait. Mais j'étais pas surprise que ça ait lieu. Ça a été très violent de voir du coup effectivement des nanas s'en prendre plein la gueule. Ça a été dur. Après, ça a aussi permis que certaines personnes autour de moi ouvrent les yeux sur ces problématiques. Donc j'ai vu des personnes évoluer, et je peux citer beaucoup de personnes que j'ai vu énormément évoluer au cours des dernières années, des personnes sur qui j'aurais jamais juré au départ être de soutien, être aujourd'hui des activistes pour l'égalité dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à ces trucs-là, je suis beaucoup plus au courant aussi, parce que je suis beaucoup plus entouré de personnes que ça concerne, parce que je le suis plus moi-même, parce que je suis plus en lien avec les communautés qui vont relayer ce genre d'infos. Et je me dis qu'il y a sûrement des gens qui sont à la même place que moi j'étais pendant le Gamergate, quand on parle de trucs comme, je sais pas, les affaires récemment sur l'affaire Weinstein, ce genre de choses. Pour certains, ça doit paraître juste super lointain. Ça fait partie des trucs qui très régulièrement m'ont fait me poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans cette industrie ? Est-ce que j'ai vraiment envie de me battre, de continuer à faire les choses, de me prendre tout ça, d'être dans une industrie où si je m'exprime, je risque de me prendre des courants de harcèlement dans la tronche. Et j'ai continué et j'ai fait Normal Lost Fun justement parce que je suis convaincue qu'avec la pédagogie, on peut faire changer les gens d'avis. Donc pour moi, c'était ça quoi, l'objectif de Normal Lost Fun, c'est de montrer que le jeu vidéo peut être militant, ce qui n'est pas non plus une surprise, je veux dire, il y a eu d'autres jeux militants avant nous, mais qui peut aussi se destiner à des personnes qui sont pas sensibilisées sur ces sujets. Je pense que dans une moindre mesure, mais notre jeu Normal Lost Fun, en fait, il prend un peu le parti de dire ces sujets-là dont vous avez peut-être sûrement entendu parler de loin et vous n'êtes jamais penché dessus, libre à vous,
vous offre une occasion un peu bizarre de vous pencher dessus si vous voulez. Enfin, vous. Et je pense qu'on a besoin de plus de choses comme ça qui vont intégrer les sujets importants, peut-être les sujets problématiques, les sujets difficiles, dans des contextes où on s'y attend pas forcément. Et en faisant ce jeu, je pense qu'on a réussi un peu. Enfin, on l'a vu d'ailleurs, on s'est pas fait attaquer par le Gamergate directement. Et on s'est très peu fait attaquer. Enfin, on en a eu, forcément. Et puis il y a plein de personnes qui aiment pas le fait que oh mon Dieu, il y a de la politique dans mon jeu vidéo. Je sais qu'Elisabeth avait pas mal d'opinions là-dessus. Que ça la faisait un peu flipper aussi par rapport à nous, ce que ça allait créer pour nous, est-ce que ça allait avoir un impact sur nos ventes, sur notre com ou pas. Donc les seules appréhensions que j'avais, en fait, elles étaient par l'intermédiaire d'Elisabeth, je pense. Au moment de la sortie du jeu, Gamergate, c'est quelque chose que j'avais en tête. J'avais conscience que c'était un risque. J'avais dit à tous les membres de l'équipe, par exemple, de faire attention à la sécurité de leurs données, de changer les mots de passe, de pas avoir les mêmes mots de passe partout, ou de vérifier qu'est-ce qui traîne ou pas. J'ai surtout eu peur pour les proches, en fait, parce que mentalement, je me sentais prête à assumer ça. Mais quand je voyais des personnes comme Zoe Queen ou Brian ou plein d'autres personnes dont les parents se faisaient appeler pour dire ah, votre fille est morte, par exemple, alors que c'était pas le cas, ou ce genre de choses. Donc voilà, j'étais un peu inquiète pour l'entourage, plus que pour nous. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai pris le temps de prévenir les personnes qui m'entouraient pour me dire voilà, c'est un risque. Puis de dire aussi aux personnes qui m'entouraient de faire gaffe à leurs données également. Mais voilà, finalement il s'est rien passé, je pense qu'il s'est notamment rien passé parce que c'était au niveau des dates tout simplement, parce que mine de rien on avait l'élection de Donald Trump qui avait eu lieu et que les réseaux impliqués dans le Gamergate étaient en train de célébrer autre chose et ils n'étaient pas en train de s'intéresser à ce que nous on faisait. Ce qui est très inspirant en ce moment, c'est de voir des jeunes, des étudiants qui s'inspirent de Normal Lesson. Donc ça fait vraiment plaisir de se dire voilà, on a donné envie. Et du coup, quand ils pitchent leur projet à leur école, alors, enfin, nous notre projet étudiant ça va être faire un jeu inspiré de Normal Lesson. Il y a des gens qui sont publics de ce genre de choses, qui ont envie de voir ce genre d'expérience, qui ont envie qu'on traite ce genre de propos. Parce que c'est pas juste genre waouh, j'ai kiffé le jeu parce que les énigmes étaient trop bien. À répétition partout, c'est genre les gens ont kiffé le jeu pour plein de raisons différentes et toutes ces raisons-là elles amènent quelque chose en fait. Donc ça ouvre plein de portes pour la suite aussi. Ça veut dire qu'après avoir fait un jeu comme ça, c'est peut-être qu'on va voir plus de jeux qui vont parler de ces thèmes-là, peut-être qu'on va voir plus de jeux qui prennent ce format un peu bizarre, innovant, nouveau, cool. Peut-être qu'on va voir plus de femmes monter des studios. Si il y a des gens qui sont encore en train de regarder maintenant après avoir joué à A Normal Lost Fun, après avoir potentiellement participé à notre campagne, après avoir peut-être aussi joué à notre autre jeu, je pense que à ce niveau-là, merci de votre soutien et de vos encouragements. Et c'est un peu grâce à vous qu'on peut faire Accidental Queens, que ça continue de marcher et qu'on l'espère, on va pouvoir faire d'autres jeux dans le futur. Donc merci. J'aimerais qu'on arrive à pouvoir aider les gens qui veulent faire la même chose que nous ou des choses différentes ou leur propre truc, surtout leur propre truc en fait, de la même manière que d'autres personnes nous ont aidés à faire le nôtre. Genre merci, mais c'est un merci et aussi un merci et à bientôt.